Je remercie Frédéric Coulet et Emmanuel Hirsch qui m'ont proposé de présenter ma vision des publications pendant la période de pandémie. Nous aurions pu intituler cet exposé Grandeur et décadence des revues scientifiques. Période extraordinaire, les revues n'étaient pas préparées à recevoir en moyenne 3 fois plus d'articles soumis. Toutes les disciplines ont été concernées, on ne pourrait croire que c'est la biologie et la médecine. Non, l'économie et les sciences sociales, toutes les revues ont été submergées. Si vous prenez les données du réseau des revues prestigieuses du JAMA, elles ont publié à septembre 2020 777 articles pour 49 000 soumissions. Et attention, sur ces 777 articles, beaucoup étaient des articles d'opinion des revues générales, il y avait peu de données originales. Période extraordinaire, avec mise en accès libre qui perdure toujours en 2022 de tous les articles Covid-19 par la plupart, si ce n'est toutes les revues, sous la poussée du Wellcome Trust, émergence des auteurs chinois dans les revues sans co-signature comme ils le faisaient avant avec des anglo-saxons, et pas mal de revues se sont mis à mettre des résumés en chinois de leurs articles. Et quelques-unes ont même publié des articles en chinois avec parfois une traduction en anglais. Plus de 450 000 articles jusqu'à juin 2022, c'est énorme. Émergence des préprints. Préprints, ce sont ces manuscrits non soumis ou soumis à des revues et qui n'ont pas eu d'évaluation par les pairs ni d'acceptation par une revue scientifique. Donc c'est le manuscrit auteur. Autant la communauté médicale était résistante et ne voulait pas des préprints, puisque le site medRxiv, l'archive de préprints médicale, a été lancé en juin 2019 et n'arrivait pas à démarrer janvier 2020. En juin 2022, c'est la première plateforme ayant des préprints, suivie par Research Square, une plateforme où il y a toutes disciplines, suivie par les sciences sociales, l'économie et en 5e position, la biologie. Cette période de publication a été une chasse aux relecteurs et aux reviewers qu'on ne trouvait pas, avec certaines revues qui ont même abandonné le peer review pour le faire par un petit groupe de rédacteurs. Chasse au hot paper. Le hot paper, c'est cet article, quelle que soit sa qualité, qui va attirer des citations, donc faire augmenter le facteur d'impact. Je vais vous donner un exemple. Publication rapide de toutes les revues, avec des délais de publication divisés par 2 pour des revues de spécialité. Toujours ces revues prestigieuses, avec The Lancet Global Health, qui n'a publié que 5 articles originaux, alors qu'il a reçu 1000 manuscrits, en juillet 2020. Les hot papers, je vous en donne un exemple, il y en a beaucoup. Ce sont ces petits essais en clinique, sans groupe contrôle, avec des critères de jugement non pertinents, de mauvaise qualité, publiés par des revues prestigieuses le plus souvent. Par exemple, le New England a publié la première étude sur le remdesivir dans la Covid, c'était 53 malades en période de pandémie, avec 55 auteurs, dont 18 de l'industrie, sur 8 pays, et qui permettait de conclure à rien du tout, mais l'étude qui a été beaucoup citée. Bravo le New England pour le facteur d'impact. Des controverses pour savoir s'il fallait diminuer les standards de publication en période de pandémie, et les controverses ont été chaudes, compliquées, avec disons, des positions d'un certain nombre de sociétés de rédacteurs disant que oui, on pouvait peut-être publier sans avoir toutes les données, du moment que la discussion et l'article étaient clairs, avec des limites et des biais expliquant ce qui s'était passé. Les rétractations à juin 2022 sont peu nombreuses. On rétracte un article quand il a été montré qu'il y a soit une erreur honnête, que disent les auteurs, soit qu'il y a des méconduites qui peuvent conduire à l'invalider. Dans ce cas-là, on met rétracté sur l'article et on le laisse en archive. Je voudrais vous présenter rapidement 2 articles, 2 cas, un exemple vertueux, c'était ce Lancet Gate, et un article frauduleux de l'International Journal of Antimicrobial Agents, article frauduleux de l'IHU de Marseille, qui n'a jamais été rétracté. Reprenons l'histoire de ce Lancet Gate. Commençons par le New England, le 1er mai 2020, qui publie un article montrant que les
médicaments cardiovasculaires n'avaient pas d'impact sur la Covid-19. Je le fais bref. C'était une étude sur un registre de données administratives, donc ce n'est pas du tout une étude clinique, fait par une petite firme de Chicago, Surgisphere, qui avait déjà un registre de maladies cardiovasculaires depuis quelque temps. Ce sont des registres qui sont alimentés en temps réel et qu'on peut analyser. Rien ne se passe après le 1er mai, rien ne se passe. Le 22 mai, même type d'étude, mais dans le Lancet. Même base de données Surgisphere, même méthodologie, mais 96 000 dossiers, qui montrent que l'hydroxychloroquine n'a pas d'efficacité, voire des effets délétères. Là, le monde entier, poussé par des complotistes, crie au scandale et pousse le Lancet à faire une mise en garde, expression of concern le 3 juin, puis finalement une rétractation. Lisez la notice de rétractation, c'est rétracté parce qu'il n'y a pas eu accès aux données sources. Ce n'est absolument pas rétracté pour une quelconque fraude. Et on ne le saura jamais puisqu'il n'y a pas eu d'audit. Pour avoir parlé aux reviewers, moi-même, et à des gens du Lancet, ils étaient complètement détruits par cette histoire-là. Ils avaient travaillé énormément, reviewé vite, des lettres extrêmement longues avec les auteurs. Ils avaient fait tout leur maximum, bien que les critiques qui soient venues puissent être justifiées, il ne faut pas le dire. Mais la rétractation, c'est fait pour non-accès aux données sources. Dans la même heure, le New England a rétracté l'article que nous avons vu sur les médicaments cardiovasculaires, dont personne ne se plaignait, il n'y avait aucune remarque. Je suis inquiet parce que s'il fallait rétracter tous les articles pour lesquels nous n'avons pas accès aux données sources, je vous laisse imaginer le nombre d'articles qui resteraient dans les littératures. Nous ne savons pas si c'était une fraude, c'est une conduite vertueuse d'une revue prestigieuse. L'autre versant des revues, c'est l'escroquerie. L'IHU de Marseille publie très rapidement une toute petite étude ouverte dans ce journal, International Journal of Antimicrobial Agents, dont le rédacteur en chef est un salarié de l'IHU. Accepté très vite, peut-être reviewé, nous n'en savons rien, mais étude qui ne tient pas la route. Et c'était une étude sur de la charge virale et en aucun cas une étude clinique, c'est d'ailleurs dit dans l'article. La même revue poussée à rétracter n'a pas voulu rétracter, bien sûr, avec le rédacteur en chef de l'IHU de Marseille. Et cet article, tout le monde sait qu'il ne tient pas la route, y compris un épidémiologiste hollandais qui, dans la même revue, a publié des commentaires. Et ces commentaires, c'est « Cette étude souffre d'importantes lacunes méthodologiques qui la rendent peu informative. Le ton du rapport est non seulement infondé, mais totalement irresponsable. » Donc cette étude qui a fait monter le facteur d'impact de cette revue, qui est une escroquerie, reste dans la littérature, alors que le Lancet et le New England ont rétracté des articles qui, je ne sais pas, étaient peut-être très bons. Cette course au facteur d'impact, cette course au hot paper, à la notoriété, est illustrée par 7 articles où ont été analysés les articles les plus cités au 23 décembre 2021 dans la base de données Scopus. Il y a quand même 40 articles cités plus de 150 fois. C'est très rapide pour des articles publiés en mi-2020 ou 2021. C'est énorme comme chiffre. Bien sûr, vous voyez, ce sont les grandes revues prestigieuses qui ont publié ces articles, dont nous allons voir certains. Regardons uniquement les 7 articles cités plus de 1000 fois. 1000 fois, c'est énorme. Vous avez à gauche les revues. Banco, ce sont les grandes revues qui ont publié ça. Un intrus au milieu, c'est IGAA, International Journal of Antimicrobial Agents, cet article de Gautret que nous avons qualifié d'escroquerie. Le nombre de citations, vous le voyez, est énorme. Bon, c'est plus de 1000, mais ça va à 2008 citations. La colonne suivante, c'est le nombre de malades. Vous voyez qu'à part une étude Remdesivir avec 1000 malades, toutes ont moins de 200 malades, voire 5 malades, pour les études les plus citées.
Vous avez ensuite ECR, est-ce que c'était des études comparatives randomisées? 3 sur 7 l'étaient, sur des petits nombres pour certaines. Vous avez les interventions, et vous avez ensuite la réponse oui, 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 ça marche. Et cet article qui a étudié ces études les plus citées montre aussi que ces études les plus citées ont été pratiquement toutes et plusieurs fois invalidées par des grands essais. Donc, on s'est précipité, les médias et tout le monde, et les chercheurs, pour citer tout cela, mais les grands essais de qualité, et je parle par exemple de Solidarity ou d'autres, sont bien moins cités que ce que vous allez et là. Donc là, c'est cette course aux facteurs d'impact, au hot paper, qui a été illustrée par l'attribution des facteurs d'impact 2022 et qui montre des facteurs d'impact jamais atteints auparavant. Il a été montré, et félicitations à cette équipe française qui a publié une belle étude, il a été montré que des études étaient manipulées par des équipes. Alors bien sûr, on revient sur cet article de l'IHU de Gautret, qui si on allait dans Google Scholar montre plus de 5000 citations, alors que l'article de Rosendahl en face n'en a que 50. Le facteur d'impact de la revue a été comme une fusée. Ces manipulations sont flagrantes pour une autre revue, contrôlée par l'IHU de Marseille, New Microbes and New Infections, où Didier Raoult a co-signé 234 des 743 articles. Donc le principe, c'est mettons des gens salariés de chez nous dans les comités de rédaction, voire rédacteurs en chef, et ça nous permet d'accepter vite et de publier tout ce qu'on veut. La première fois qu'on a des données probantes et factuelles sur quelque chose que l'on suspectait largement. Je ne parlerai pas ou très peu des revues prédatrices. Vous avez entendu parler dans les médias, tous ces articles farfelus ou pas, ces articles refusés par des revues légitimes et qui partent dans des revues prédatrices. Ici, j'ai justement pris Monsieur Perron dans une conférence faite à l'IHU de Marseille, et vous avez la diapo qu'il projette, qui est un article d'une revue prédatrice, publié en quelques jours non reviewé, et il le commente en public lors d'une conférence, comme si c'était un article d'une revue légitime. Par contre, il faut passer du temps, et je vous engage à lire cet article encore d'une équipe française sur l'impact de la pandémie sur les publications. Vous avez à droite 10 revues prestigieuses médicales, et sur ces petits cartouches, le bleu, ce sont les articles non Covid, et le rouge, les articles Covid. Cette étude a comparé les publications de ces revues 2019 versus 2020. C'est pour ça que vous n'avez du rouge que du côté droit 2020. En gros, et c'est le cartouche du haut, bien sûr il y a eu des pics, il y a eu beaucoup de Covid, mais en gros on montre que les recherches non Covid auraient diminué d'environ 18% en 2020 par rapport à 2019. Et si on regarde le petit histogramme rouge, jaune, vert, qui compare encore 2019 non Covid à 2020 Covid, on voit que dans le domaine Covid, il y a beaucoup moins d'articles originaux qu'à l'habitude, et il y a eu beaucoup plus de cas cliniques, d'opinion. Et pour les cas cliniques, ils ont montré que la médiane des auteurs était de 9 en période Covid, versus une médiane d'auteurs de 4 en période non Covid. Donc la période Covid a été profitable à un certain nombre d'équipes et de revues. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les revues scientifiques n'ont plus la primeur des résultats de recherche. Il y a une confusion entre preprint et version of records, c'est-à-dire les versions publiées. Il y a une prise en compte par les médias d'un certain nombre de données d'équipes diverses et variées sans savoir si ça a été reviewé par des pairs. Nous avons vécu une période qui n'existe plus, où il y avait la règle d'Igelfinger, ancien rédacteur du New England, qui en 1969 avait mis la règle « Les revues scientifiques ne considèrent pas des manuscrits qui ont déjà été partagés dans le public, dans les médias ou ailleurs, excepté les congrès ». Règle revisitée en 1991 à l'occasion du sida, mais maintenant qui n'existe plus. Pour la science ouverte, Madame Leduc fera une conférence spécifique, donc je n'en parlerai pas beaucoup, sauf pour dire que je pousse la science ouverte, il faut s'engager dans la science ouverte, et bravo,
aux universités, organisations, agences qui poussent la science ouverte. Mais la science ouverte, c'est mise à disposition des données sources, des recherches. Or, personne ne s'est étonné que les données sources, par exemple, de cette escroquerie de l'IHU de Marseille, nous n'ayons pas pu les voir. L'université ne les a pas demandées. Donc, c'est un petit peu bizarre, cette promotion du partage de données, mais quand il y a un problème, personne ne demande à les voir. Le constat de tout ça, bien sûr, c'est le publisher perish tout d'abord, pour tout le monde. Les revues ont cherché la notoriété et certaines ont été manipulées. Nous en avons la preuve maintenant. Ce modèle auteur-payeur pousse à toutes les dérives, au-delà des revues prédatrices, pousse à publier tout et tout très vite. Il satisfait un certain nombre de nos collègues et des revues se sont engagées pour tout faire et très vite. Et là, il va y avoir des choses qui vont se passer. L'entreprise savante se vend à des revues. Les revues prédatrices ont propagé des informations fausses, nous le savons. Et il y a un dialogue de sourds entre revues et institutions, parce qu'on me dit pourquoi les institutions ne contrôlent pas les revues. Non, c'est pas leur rôle. Et les revues sont ailleurs, bien que ce soit des académiques sur les comités de rédaction, c'est-à-dire encore les mêmes personnes. Donc, contrôler les revues n'est pas possible. Faudrait-il faire? Les accréditer, faire autre chose? C'est un autre débat sur lequel je reviendrai peut-être. J'ai mis toutes les références sur un billet de mon blog à la date du 4 août. Je vous remercie.